Que l'on aime ou pas, il faut avouer que Luc Besson est l'un des piliers du cinéma français. De succès tels que Le Cinquième Élément et Taxi, jusqu'aux projets ambitieux comme Valériane, on peut dire qu'il a toujours fait énormément de bruit sur la scène cinématographique. Mais bon, ici on n'est pas sur la chaîne de Durandal, donc vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de cinéma français, mais bien d'attractions, et avec un S cette fois. Car pour la première fois, je vais vous parler de deux attractions, de deux parcs différents, mais ayant un thème bien en commun. Et vous l'avez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui je vous embarque dans le monde des Minimoys, car nous allons parler des attractions Arthur, du Futuroscope et de Europa Park. Même si les deux attractions ont un thème en commun, c'est bien la seule chose qui les relie. Car au parc du Futuroscope, nous avons une attraction de type simulateur, alors que du côté d'Europa Park, nous nous retrouvons avec un roller coaster inversé familial. Pour une question de cohérence, je vais d'abord parler des deux attractions individuellement, puis je développerai sur le thème principal du jour en me servant de ces deux bases. Bon, prenons la chose chronologiquement. En 2006 sort Arthur et les Minimoys au cinéma, qui est l'adaptation du livre de Céline Garcia sorti en 2002. Le film est un succès et le Futuroscope, qui a depuis peu changé de propriétaire, décide de prendre un nouveau tournant dans son histoire. Incorporer des franchises et des noms à leurs diverses attractions, suite notamment à la très forte fréquentation de Danse avec les robots, présentée à l'époque par Kamel Wally. C'est donc en 2009 que le Futuroscope décide de remplacer le défi d'Atlantis et de placer un film uniquement conçu pour le parc à la place, Arthur, l'aventure 4D. Les visiteurs ont donc pu découvrir à partir du 19 décembre 2009 de toutes nouvelles expériences. Si pour le défi d'Atlantis, nous n'avions qu'un simulateur basique avec un film projeté en 3D sur un écran Omnimax, c'est-à-dire un écran IMAX en forme de dôme, pour l'aventure 4D, de nombreux effets ont été ajoutés pour coller aux deux thèmes de l'attraction, Arthur et la 4D. On a donc maintenant un simulateur avec un film 3D, projeté sur un écran Omnimax, avec des effets de vent, des tapes spectateurs incorporés dans les sièges, simulant des piqûres de guêpes, et des fils de silicone sortant du haut du siège pour simuler des toiles d'araignée. Pour ce qui est du film, la trame de l'histoire ne se base pas précisément sur celle des films sortis au cinéma, mais sur une histoire différente. Exit ici aime le maudit, on n'entendra jamais parler de lui ni de son fils dans toute l'expérience. Le seul but de notre virée est de ramener Arthur à temps avant que le portail entre les deux mondes ne se ferme. Chose intéressante, c'est que l'attraction ne se limite pas à garder des éléments uniques au premier film, et peut donc proposer une expérience fournie avec une utilisation quasi complète de l'univers de la saga Arthur. Dès sa sortie, l'attraction est un succès monstre, et fait bondir la population du Futuroscope, mais a aussi permis d'être la première pierre de ce qui deviendra par la suite la vision des visiteurs vis-à-vis du parc. Le parc est passé d'un parc futuriste un peu âgé et de plus en plus has-been, à un endroit avec des franchises fortes, où les enfants ont envie d'aller, ce qui n'était pas le cas avant, vu que le public cible tournait plus autour de l'adulte de 25-35 ans et du retraité de 55-70 ans. Et fort de son succès avec le parc du Futuroscope, Europa Park approcha Luc Besson pour lui proposer de travailler avec lui, non pas sur une attraction, mais sur un land complet. Je vais pas m'attarder sur tout le land, mais il faut savoir que ce land comporte tout de même 3 attractions. Des tours coquelicots, qui sont des attractions de chute libre pour enfants, un jump around, et le fameux coaster qui fait le succès du land, Arthur au royaume des Minimoys. Arthur au royaume des Minimoys est un coaster inversé comme Osiris, mais qui a la particularité d'être destiné à un public familial. Exit donc ici les inversions et les prises de vitesse trop puissantes. On a ici un roller coaster d'une intensité faible, et dont le but ne réside pas forcément dans la visée de ressentir des sensations. En effet, le but de l'attraction est tout autre, puisqu'il réside dans le fait de raconter une histoire aux visiteurs, de l'immerger dans l'univers d'Arthur avec une storyline forte. Ici, on ne suivra pas non plus la trame scénaristique d'un film précisément, et comme pour l'attraction du Futuroscope, on n'hésitera pas à mélanger l'univers de tous les films, en ne se cantonnant pas à des scènes d'un seul épisode de la saga. Notre but sera donc de mettre fin à M le Maudit en passant par différentes scènes. On passera par le quartier de Paradise Alley, puis on volera au-dessus du village des Minimoys pour finalement s'offrir une virée au grand air durant quelques instants. Chose importante à préciser, l'attraction a été construite par Mack Ride et est le premier modèle de roller coaster Hippo Red inversée tournoyante, mise en service par la société.
La spécificité de ces wagons réside dans le fait qu'ils ne sont pas bloqués dans une position précise. On se retrouve donc avec des wagons qui ont une visée plus dark ride que sensation, à l'instar des Wild Mouse de la marque, que l'on peut retrouver par exemple dans Euromir, ou bien au Walt Disney Studios avec Crush Coaster. Bon, maintenant que je vous ai exposé les deux attractions, je pense pouvoir répondre à une question que je me pose depuis longtemps. Quelle est l'attraction qui respecte le mieux l'univers et la franchise Arthur et les Minimoys? Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de se demander qu'est-ce qu'une bonne adaptation. Et pour une fois, je vais essayer de pas uniquement me contenir à mes deux médias habituels, les parcs à thème et les jeux, mais parler dans une globalité, puisqu'qui dit adaptation dit surtout une œuvre issue d'un média adapté à un autre média. Il peut s'agir d'un film adapté en comics, comme ce fut le cas avec Star Wars, d'un jeu vidéo en roman, avec les nombreux tomes Assassin's Creed, ou bien même d'attractions en film, comme ce fut le cas avec la franchise Pirates des Caraïbes, dont je parlerai sûrement dans les prochains mois. Bref, dans tout ce que j'ai exposé, il y a du bon et du mauvais, mais on peut discerner deux axes de réussite qui, selon les paramètres d'exécution, peuvent malheureusement à n'importe quel moment flancher. Tout d'abord, l'adaptateur peut décider d'adapter à 100% l'œuvre originale, afin de coller au mieux à la franchise de base, et de ne pas faire de vagues auprès de certains fans hardcore d'un univers précis. Dans cette catégorie-là, on peut notamment placer la saga Harry Potter, qui a su plaire à la majeure partie des lecteurs, tout en rameutant un autre public qui n'avait sûrement pas l'envie de lire des livres. Et même si l'on n'a pas dans ce cas une adaptation parfaite, on a une tangente qui s'en approche énormément, que ce soit au niveau de l'histoire ou de l'univers. Mais on pourrait aussi parler des deux épisodes finaux de la trilogie d'Arthur et les Minimoys, qui ont tellement bien adapté le livre qu'ils en deviennent totalement insupportables, vu que certains procédés qui ne marchent que dans la littérature sont adaptés en film, donnant au film au passage une lenteur indésirable. Mais l'adaptateur peut aussi vouloir changer totalement l'histoire du support d'origine, en se détachant des contraintes qu'il suppose. Si nous n'avons pas assez de super-héros pour expliquer qu'il y a une guerre mondiale avec des captures et des combats dantesques qui colleraient plus aux comics d'origine, alors on décide de faire un conflit de moindre importance en termes de dégâts, mais qui a une forte influence sur le mental de nos personnages. Ceci est l'histoire du film Civil War, qui arrive à sortir de l'eau en ne recompiant pas à 100% l'histoire de base, mais en gardant la thématique principale, faisant que le film garde une cohérence, mais n'est pas une œuvre adaptée strictement du comics du même nom, Civil War. J'ai là exposé les adaptations pures d'histoire, mais comme vous le savez, les jeux et par extension les attractions ont d'autres objectifs que les films, puisqu'ils transforment les spectateurs en joueurs, en personnes ayant de l'influence dans l'action, ou bien faisant partie de l'action. Et même si certaines attractions comme Blanche-Neige et les 7 Nains nous racontent uniquement une histoire, certaines ont pour vertu de nous intégrer intelligemment dans cette dernière. Tout bêtement, pour reprendre l'exemple que je viens de citer, l'attraction Seven Draft Mine de Disney World a été construite dans ce but lors de la création du nouveau Fantasyland. Les Imagineers ont décidé d'immerger plus le visiteur dans l'univers de Blanche-Neige, en les faisant voyager dans un chariot de mine et en visitant cette dernière, afin de donner une expérience satisfaisante et mémorable pour le spectateur. Nous pouvons aussi facilement citer les jeux Telltale, qui ont voulu adapter au plus près certaines licences, tout en donnant le contrôle de la suite de l'histoire aux joueurs, à la façon d'un livre dont vous êtes le héros, ce qui permet aux joueurs de s'attacher encore plus au personnage du film qui voit se dérouler devant ses yeux, vu qu'il est l'auteur direct de certains faits. Dans le domaine du jeu vidéo, les adaptations sont nombreuses, et parfois même dans une même licence, permettant à tout type de joueur de pouvoir jouer à sa façon avec un univers. Prenons par exemple Star Wars. Si jamais vous avez toujours rêvé de participer à des batailles légendaires et de revivre les meilleures scènes de la saga, vous le pouvez, grâce au jeu Battlefront. Si vous voulez revivre l'histoire des films en toute tranquillité, les jeux Lego sont là pour vous. Si vous souhaitez devenir un chevalier Jedi en apprenant plus sur l'univers et vivre des aventures inédites, alors c'est du côté du MMO The Old Republic qu'il faudra aller. Tout type d'expérience est à votre portée avec ce média, et il en est heureusement de même pour les attractions. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé ici des deux attractions Arthur, car elles sont suffisamment différentes pour plaire chacune à une partie du public cible. Tout le monde n'aime pas les coasters, et il en est de même pour les simulateurs.
mais en alliant les deux, on se retrouve avec une expérience quasi complète autour de l'univers d'Arthur. De plus, pour ce qui est de l'adaptation stricte de l'univers, les deux attractions s'en sortent à la perfection, puisque l'on comprend, sans même avoir vu le film, les enjeux de nos expériences. On intègre facilement le fait que nous sommes devenus minuscules grâce au level design des files d'attente. Il n'y a pas besoin de nous parler de la science occulte autour de cette transformation pour nous le faire comprendre, vu qu'instinctivement, on nous le fait savoir. Aussi, pour ce qui est de l'histoire des expériences, on se situe jamais dans la lignée stricte du film. Comme je l'ai dit précédemment, pour l'attraction du Futuroscope, c'est une quête jamais montrée que l'on nous joue. Et pour celle d'Europa Park, on garde l'histoire principale du premier film, tout en rajoutant les bons éléments des suivants. Notamment la Paradise Alley, qui rend merveilleusement bien dans sa version physique. Autre point, il faut savoir que contrairement à un film, une attraction dure en général moins de 10 minutes, ce qui est un calvaire pour adapter un univers aussi développé que celui d'Arthur. Pour conclure, je ne pense pas qu'il y ait de meilleure attraction Arthur, car pour moi, les deux exploitent au maximum le matériel d'origine et le support de diffusion. Certes, on pourrait dire que l'aventure 4D est moins bonne et qu'elle paraît un peu vieillotte, mais il ne faut pas oublier que l'attraction aura fin de l'an prochain 10 ans, et en plus de tout cela, qu'elle tourne dans un simulateur en ayant le double. Alors que pour l'autre, elle date de 2014, et ce n'est pas seulement une attraction, mais un mini-land, comparable à un Toy Story Playland. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les deux parcs que j'ai cités vivaient avec ces attractions leurs premières expériences d'attraction adaptées d'une œuvre cinématographique. Il est donc encore plus surprenant que le feel en fin de ride soit aussi fort, vu que aucun des deux n'ont l'expérience d'adaptation qu'a obtenue par exemple la Walt Disney Imagineering depuis les années 60. Sur ce, j'espère que je vous ai fait comprendre ce qui, pour moi, comptait dans la désignation d'une bonne adaptation, que ce soit dans le cinéma, le jeu vidéo ou bien les parcs à thème. N'hésitez pas à participer au débat en me laissant un commentaire. C'était Ballot, et n'oubliez pas de juger une adaptation en tant qu'œuvre et non pas en tant qu'adaptation.